Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Dominique, Bénédicte, pardon, pourquoi j'ai dit Dominique, Bénédicte, de son invitation et du laboratoire Temos. Donc, comme vous l'a dit Bénédicte, la conférence d'aujourd'hui porte sur une étude comparative entre la psychanalyse et l'archivistique. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une relation homothétique, c'est-à-dire une similitude ou une similitude accidentelle entre les deux? Alors, le plan de ma présentation tourne autour de 3 points, donc 3 points essentiels. Dans un premier temps, nous allons essayer de donner une définition croisée entre la psychanalyse et l'archivistique, c'est-à-dire une définition des concepts, les concepts de psychanalyse et de l'archivistique. Dans un deuxième point, nous parlerons de la vie, de la mémoire et de la vie. Quel rapport entretient la mémoire et la vie? Et enfin, au troisième point, nous essayerons d'expliquer un peu la similitude qui existerait, je dis bien existerait, entre l'action de l'archiviste et le fonctionnement du psychisme humain. Donc, est-ce que effectivement il y a une relation entre les deux? Voilà. Alors, sans plus tarder, l'archivistique et psychanalyse. C'est quoi l'archivistique? Donc, je pense que c'est une définition que tout le monde connaît ici dans cette salle, en tous les cas. Donc, on va juste faire un rappel. Voilà. Donc, l'archivistique est définie comme étant la discipline qui collecte, gère, organise et permet l'accès aux informations contenues dans les traces des activités du présent comme du passé. Donc, les activités du présent comme du passé. Cela interroge un peu ce qu'on appelle la théorie des 3 âges, n'est-ce pas? Donc, la conception, la tradition francophone dans ce domaine est tout à fait différente de la tradition anglo-saxonne, n'est-ce pas? Donc, archives, records management, archives, alors que dans la tradition francophone, on a les archives du premier âge, deuxième et troisième âge, n'est-ce pas? Alors, donc, les traces du passé, alors, la psychanalyse, quant à elle, essaie de résoudre les conflits qui sont enfouis dans l'inconscient de l'homme comme un fond de faits et de souvenirs. Donc, il s'agit des faits et des souvenirs du passé, n'est-ce pas? Qui pourrait être assimilé effectivement à un fond d'archives. Alors, dans les deux, qu'est-ce qu'on a dans un fond d'archives? On a des traces, on a des faits. Donc, un fond d'archives procède des activités du passé. Alors que dans un fond plutôt dans le domaine de la psychanalyse, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un fond qui est effectivement, qui contient tout ce qui est souvenir, mais tout ce qui est aussi fait avec une sorte de conflit, n'est-ce pas? Alors, dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit en effet de traces et de souvenirs d'informations qui sont organisées ou non. Effectivement, un fond d'archives peut être organisé comme, peut être traité comme il peut ne pas être traité. Donc, mais qui sont gérés et conservés dans un fond que l'on peut appeler fond d'archives, ou bien dans des fonds de souvenirs et de faits qu'on peut assimiler effectivement à l'inconscient de l'homme, n'est-ce pas? Donc, dans les deux cas, effectivement, nous avons un fond de faits, un fond de documents d'archives, ou bien un fond de faits et de souvenirs, n'est-ce pas? Alors, donc ça c'est un peu c'est un peu pour définir le cadre de notre intervention. Donc, essayer de définir un peu les concepts effectivement de psychanalyse et éventuellement les similitudes, c'est-à-dire les similitudes qui existent entre ces deux concepts-là. Alors, pour ce qui est de la mémoire et la vie, quel rapport ou bien quelle passerelle peut-on établir entre les deux, entre la mémoire et la vie?
Alors, les tenants de la thèse de la réincarnation admettent naturellement qu'il y a une partie de l'être vivant qui ne disparaît pas avec la mort physique. Oui, ça, ce sont les tenants de la réincarnation. Donc, c'est c'est-à-dire que ce qui meurt, ce n'est pas ce qui est essentiel. Donc, ce qui meurt, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler la partie physique de l'homme, c'est-à-dire là, excusez-moi du terme, la carcasse, n'est-ce pas? Mais il y a une partie, effectivement, qui est en l'homme et qui peut, effectivement, réapparaître dans un autre corps. Donc, ça, ce sont les tenants de la théorie de la réincarnation. Alors, par conséquent, les souvenirs sont conservés de façon intacte dans l'élément vital, c'est-à-dire dans l'élément qui ne meurt pas, n'est-ce pas? Donc, encore, cet élément est appelé l'âme. L'âme. Donc, il y a plusieurs formes de... bon, selon les spécialistes, on parle de l'âme du souffle vital, ou bien l'âme en tant que matière qui ne meurt pas, n'est-ce pas? Qui constitue le plus essentiel de l'homme, n'est-ce pas? Alors donc, qui est disparu. Alors, donc la mémoire se présente ainsi comme le lieu de conservation des souvenirs, n'est-ce pas? C'est-à-dire des traces de la vie. Alors ces traces se présentent sous forme de tradition, de civilisation, de croyance et de culture. Donc là, on peut parler de la mémoire collective d'une nation. Qu'est-ce que c'est que la mémoire collective? Donc ce sont les souvenirs, les civilisations et les sources d'archives, bien sûr. Les sources d'archives font partie de la mémoire collective d'une nation quelconque. Donc, la mémoire se présente ainsi comme le lieu de conservation des souvenirs et des traces. Alors, cette thèse, effectivement, est celle défendue par Platon dans le Phédon que vous connaissez, n'est-ce pas? Alors, dans l'apologie de Socrate, n'est-ce pas? Qui est Criton, Phédon expert. Donc, qui nous parle de la transmigration des âmes et de la réminiscence. Donc, je pense qu'en philosophie, effectivement, Platon parle de sa thèse de réminiscence, c'est-à-dire la thèse de la réincarnation. Alors, l'idée de la vitalité, donc, de la mémoire, c'est-à-dire que la vitalité, le dessus que la mémoire prend sur la vie, n'est-ce pas? Alors de la mémoire se révèle comme une réalité. Se révèle comme une réalité. Parce qu'il s'agit en effet du seul élément qui mérite d'être retenu dans un phénomène, voire dans une histoire, qu'elle soit culturelle, physique, animale ou tout simplement naturelle. Puisque c'est la seule chose qui reste quand tout disparaît, n'est-ce pas? Donc, la mémoire, elle est un peu ce lieu de conservation de ce qui est le plus essentiel chez l'homme. Alors, cependant, d'autres penseurs comme Walter Benjamin, n'est-ce pas, que vous connaissez certainement, parlent de la mémoire volontaire. Donc, la mémoire volontaire, c'est-à-dire quand on parle de la volonté, donc il y a le besoin, il y a le vouloir de l'homme, n'est-ce pas? Donc, au sens où cette mémoire renvoie à la volonté humaine, donc de retenir des informations et de les organiser afin qu'elles constituent une réalité pérenne et fiable pour la poursuite de l'aventure humaine, c'est-à-dire pour la poursuite de la vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire volontaire. C'est-à-dire que c'est l'homme, effectivement, qui est un peu qui détient le pouvoir de conserver tout ce qui est souvenir et tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu dans les vies précédentes. En fait, donc cela rejoint effectivement la thèse de la réincarnation dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on peut ainsi dire que la mémoire est concomitante à la volonté et au besoin de stocker chez l'homme, donc c'est-à-dire de conserver, pour utiliser un jargon plus archivistique, n'est-ce pas? Donc, la mémoire, effectivement, est la volonté, c'est-à-dire que la mémoire est quand même
concomitante à la volonté et aux besoins de l'homme de vouloir retenir et de conserver tous ses souvenirs et tous ces faits du passé qui effectivement s'entremêlent un peu dans son inconscient, n'est-ce pas? Alors, en effet, donc le fait de conserver ou de stocker physiquement quelque chose nécessite effectivement la capacité de créer un moyen et un endroit de stockage. Oui. Donc, on ne peut pas conserver sans pour autant créer ou bien trouver un lieu où effectivement on doit conserver ce que l'on veut conserver en quelque sorte. Alors, si on prend l'exemple des archives, hein, que ce soit des archives physiques ou des archives numériques, en tous les cas, il faut trouver un lieu de conservation, donc qui répond aux normes. Effectivement, ou bien, même s'il s'agit des archives numériques, c'est-à-dire les archives dématérialisées, donc il faut aussi un lieu de conservation. Ce lieu de conservation peut être sous cloud ou bien peut être sous, en tout cas, n'importe quel des serveurs, mais en tous les cas, il faut un lieu de conservation des données. Alors, d'où la nécessité et la capacité de se souvenir de ce qui a été stocké, du moins de l'endroit où celui-ci a été stocké, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'endroit de stockage ou bien l'endroit de conservation. Donc, la conservation physique apparaît comme une duplication de la conservation intellectuelle. Oui. Alors, quand on parle de la conservation intellectuelle, effectivement, cela veut dire la conservation des faits qui se sont enfouis dans la mémoire de la personne, n'est-ce pas? C'est-à-dire des souvenirs et des faits. Donc, la conservation physique, là, on fait allusion à un fond d'archives, n'est-ce pas? Donc, la conservation intellectuelle, effectivement, ce sont les souvenirs, ce sont les faits, n'est-ce pas, qui se sont enfouis dans le passé, dans l'inconscient de l'homme. Alors, cela nous conduit à l'emploi du terme homothétie. Oui, c'est-à-dire similitude. Homothétie pour montrer le lien entre le psychisme humain et les archives, n'est-ce pas? Donc, il y a un lien qu'on pourrait établir effectivement entre les archives et le psychisme humain. C'est-à-dire tout ce qui remonte dans les souvenirs de l'homme, n'est-ce pas, dans sa vie. Alors ça, ce sont quelques éléments hein, pour l'objet de notre présentation, c'est effectivement montrer les similitudes qui existent entre l'action de l'archiviste et effectivement le fonctionnement du psychisme humain. Mais là, c'était pour un peu montrer les relations, c'est-à-dire les éléments de passerelle qu'on pourrait mettre entre la vie et la mémoire. Donc maintenant, nous allons aborder le troisième point, donc, qui constitue effectivement le cœur de notre étude et qui est consacré effectivement à l'explication de la similitude entre l'action de l'archiviste et le fonctionnement du psychisme humain. Donc, ce que fait l'archiviste, est-ce que c'est quelque chose qui peut être assimilé à ce que le psychisme humain permet de faire, en quelque sorte? Alors, si on admet la thèse de la mémoire volontaire, dont on a parlé tout à l'heure, chez Walter, alors nous pouvons soutenir en même temps l'idée que l'homme a une certaine maîtrise sur son action. Oui, effectivement. Parce que c'est l'homme qui a les commandes, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est lui qui, volontairement, décide de garder ou de ne pas garder ce dont il veut se souvenir, en quelque sorte. Alors, donc, on pourrait donc penser à l'absence de caractéristiques, effectivement, de la mémoire involontaire. Donc, la mémoire involontaire, c'est quoi? À savoir les caractères sélectifs et les caractères inconscients. Parce que quand on sélectionne, n'est-ce pas, donc dans le cadre d'un travail d'archivage, donc
on fait de la sélection. C'est-à-dire, quand on fait le tri, trier, effectivement, aboutit à une sorte de sélection, en quelque sorte. Donc là, effectivement, on peut exclure, donc on note l'absence des caractéristiques de la mémoire en long terme, à savoir tout ce qui est sélection et tout ce qui est inconscient. Alors, en réalité, la sélection est restée intacte et est devenue consciente et voulue, comme cela peut se constater dans la constitution et la gestion d'un fonds d'archives. Donc, dans le cas de la constitution d'un fonds d'archives, que ce fonds soit un fonds organique, ce qu'on appelle un fonds organique, c'est-à-dire un fonds bien constitué et qui procède de traces et d'activités bien organisées, ou bien que ça soit un fonds sous forme d'un vrac. Un vrac, c'est quoi? Donc, c'est un fonds qui est désorganisé. C'est un fonds qui ne respecte pas les deux principes que nous connaissons tous en archivistique, en l'occurrence le principe de la provenance et le principe du respect des fonds. Donc, là, il s'agit d'un vrac. Dans un vrac, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut tout d'abord procéder à ce qu'on appelle une identification de la provenance, c'est-à-dire tous les dossiers ou bien tous les documents qui proviennent d'une direction, d'un bureau ou d'une même institution, n'est-ce pas? Alors, ensuite, on pense au principe du respect d'un fonds. Donc, l'ensemble des documents qui ont été produits dans le cadre d'une même affaire, n'est-ce pas? Alors donc, là, effectivement, la constitution et la gestion d'un fonds d'archives. Alors, maintenant, la similitude entre le fonctionnement du psychisme humain et la gestion des archives apparaît clairement ici. C'est-à-dire que là, la sélection, elle est faite volontairement par l'archiviste, n'est-ce pas, dans le cadre du traitement archivistique. De l'autre côté, effectivement, la sélection, c'est la mémoire, effectivement, volontaire qui décide de retenir les faits qu'elle a envie de retenir, qu'elle a envie de conserver, n'est-ce pas, les faits et les souvenirs, n'est-ce pas. Donc, de ce point de vue, effectivement, il y a une similitude quand même entre les deux. Alors, en effet, les étapes de collecte et de classement de la chaîne archivistique que vous connaissez, qui sont deux étapes quand même fondamentales dans la chaîne archivistique, n'est-ce pas, les étapes de la chaîne archivistique sont suivies naturellement de deux autres étapes qui sont aussi importantes que les étapes de collecte et de classement, c'est-à-dire la conservation et la communication, n'est-ce pas? Donc, il faut conserver d'abord, ensuite communiquer. Cela suppose effectivement que le traitement avait été déjà fait. Alors, avec la collecte et le classement s'opère un véritable travail de tri sélectif qui rappelle un peu le refoulement en psychanalyse. Oui. Donc, un travail de tri. Donc, dans la mémoire, dans l'inconscient de l'homme, n'est-ce pas? Donc, on trie. C'est-à-dire, c'est ce dont on parle tout à l'heure. En l'occurrence, la mémoire volontaire. Donc, dans le travail de collecte et de classement, on trie et on sélectionne. Et cela rappelle effectivement le refoulement en psychanalyse. Le refoulement, c'est-à-dire, ce sont les souvenirs et qui sont enfouis dans l'inconscient de l'homme, n'est-ce pas? Donc, dans l'inconscient de l'homme. Alors, dans l'archivage, comme effectivement dans la psychanalyse, une bonne conservation des informations et une réglementation des accès à ces informations-là sont quand même nécessaires. Oui. Donc, il faut conserver et il faut réglementer l'accès. Alors, ça vous le savez, en tous les cas, en archive, les documents d'archives ne sont pas accessibles. Tout n'est pas communicable dans un fonds d'archives. Il y a des choses qui sont encadrées par effectivement des règles ou bien des restrictions d'accès. Donc, on ne peut pas accéder au tout dans les documents d'archives, n'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle les délais normaux et il y a les délais spéciaux. Donc, les délais spéciaux, c'est la réglementation, c'est la loi qui dit tel type de document ne peut être communiqué qu'après un certain délai, n'est-ce pas? Donc,
effectivement, cela est nécessaire. Alors, pour le traitement, la prise en charge technique des documents semble à la censure de la première topique freudienne, donc, où le surmoi de la seconde topique permet d'organiser les archives de telle sorte que tout ne se mélange pas et tout ne soit pas extérieur, ex, ex, excès, extériorisable et communicable, n'est-ce pas? Bon, mettons de côté le mot extériorisable parce que ça pose problème. Donc, disons communicable tout simplement, ou bien accessible, n'est-ce pas? Ça peut être remplacé par l'accessibilité. Donc voilà, effectivement, donc pour les archives, tout ne se mélange pas. Donc de la même manière, dans la psychanalyse aussi, donc les choses qui se sont enfuies dans les souvenirs, donc parfois ne peuvent pas être confiées à n'importe qui, n'est-ce pas? Alors, euh, alors, oui, avant de... C'est vrai que je devais... Alors, donc, la topique freudienne, bon, je ne sais pas, la topique freudienne est l'étude de la structure mentale dans une théorie des lieux, c'est la différenciation des parties de l'appareil psychique en système doué de caractères et de fonctions différents et disposés dans un certain ordre. Donc, je rappelle que cet article, je l'ai co-écrit avec un collègue qui est docteur en philosophie, n'est-ce pas? Donc, tous les éléments relevant de la philosophie ne sont pas naturellement de moi. Donc, ce sont des éléments de mon collègue que moi, tout ce qui relève de l'archivistique, effectivement, ce sont aussi, voilà, c'est ça aussi l'intérêt de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Alors, si dans le schisme plutôt humain, tout est fait pour réguler les pulsions, donc le traitement des archives aussi exige une forme de discrimination. Oui. Donc, quand on fait du tri, quand on fait de la sélection, il y a une certaine discrimination qui ne dit pas son nom. Alors, cela me rappelle un peu les règles de tri qui a existé ici même en France, hein, pour ce qui concerne les dossiers individuels des étudiants. Donc, il fut un temps où on disait qu'il fallait retenir les noms commençant en breu ou en treux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une certaine discrimination quand même. Parce que pourquoi pas les noms commençant par d'autres en idée ou je sais pas. Donc, il y a une certaine discrimination, n'est-ce pas? Donc, dans le psychisme humain, donc tout est fait pour réguler les pulsions. Alors, le traitement des archives aussi exige une forme de discrimination. Il s'agit de la notion sélection dont parle Anne Klein dans sa thèse de doctorat, n'est-ce pas? Donc, effectivement, elle fait de très belles définitions en ce qui concerne effectivement cette notion de discrimination. Alors, Anne Klein, il propose une perspective psychanalytique fondée sur la théorie de l'histoire de Benjamin Walter, n'est-ce pas? Alors, sur la mise en archive et le geste de sélection, donc la sélection comme forme de refoulement, n'est-ce pas, qui permet la constitution d'une mémoire volontaire qui laisse ainsi place à une mémoire latente, toujours présente et malgré tout. C'est-à-dire une mémoire qui est toujours là. Donc, c'est un peu la latence, n'est-ce pas? Alors, donc, dans l'un comme dans l'autre cas, en tous les cas, tout est fondé sur la sélection. Donc, la sélection en archive, effectivement, peut signifier une sorte de discrimination, alors que la sélection dans la psychanalyse, dans le psychisme humain, donc, c'est une sorte de refoulement. Donc, il y a des choses dont on ne pourra confier à personne et qui sont gardées dans notre inconscient. Alors, en archivistique, la sélection permet non seulement de déterminer
la typologie des archives, donc les différents types de documents qui constituent les fonds ou bien qui constituent les dossiers, mais aussi de dire ce qui est communicable et ce qui ne l'est pas. Effectivement. Donc, et en psychanalyse, il apparaît clairement que la censure, c'est-à-dire le filtre, veille au grain pour éviter les situations compliquées de fuite d'informations sensibles, ce qui pourrait être comparé à l'échelle du psychisme humain comme l'apparition au niveau de la conscience d'une pulsion inacceptable pour la société. Effectivement. Donc, il y a des choses que le psychisme humain vous, vous pousse à faire et que la société, effectivement, n'aurait pas accepté, n'est-ce pas? Donc, de la même manière, donc avec la psychanalyse, donc, le psychisme humain fonctionne comme s'il avait une sorte de sas, c'est-à-dire une sorte de sas, quelque chose qui contrôle les informations et les pulsions, qui les contrôle et qui les retient pour que ces pulsions ne poussent pas l'individu à commettre ce que la société n'aurait pas accepté, ou bien ce que la société aurait condamné en quelque sorte. Alors, permettant effectivement à l'être humain de vivre de façon équilibrée. Donc, il y a un certain équilibre, n'est-ce pas? Il y a un certain équilibre pour l'être humain. Alors, de la même manière, l'accès aux archives est contrôlé de telle sorte que les sociétés, les individus puissent exister dans une certaine stabilité. Cela va jusqu'au secret d'État. Oui, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Donc récemment, vous avez tous entendu parler de la déclassification des archives de la mort du président John Fitzgerald Kennedy par l'actuel président américain. Alors, John Fitzgerald Kennedy, je pense que tout le monde savait que c'était une personnalité un peu sulfureuse, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires qui entourent sa mort, n'est-ce pas? Donc la déclassification de ces archives pourrait quand même peut-être créer des polémiques sur sa vie privée, ou bien, etc. Alors, raison pour laquelle, parfois, bon, on décide effectivement de faire ce qu'on appelle la classification. Donc, bon, il y a aussi ce qu'on appelle des secrets d'État, des choses qui ne peuvent pas être accessibles à tous, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle l'État, les gouvernants décident effectivement de les classifier en quelque sorte. Alors, si le refoulement permet de filtrer les pulsions, c'est-à-dire l'incapacité de l'individu à gérer ses pulsions, n'est-ce pas? Parce que croulant sous le poids de la société, c'est-à-dire les restrictions ou les limitations justifiées ou non justifiées, peu importe, n'est-ce pas? Peut-être à l'origine de troubles psychiques tels que l'hystérie. Oui, tels que l'hystérie. Donc, ce qu'on appelle les pesanteurs sociales, c'est-à-dire, voilà, ce qu'on pourrait même assimiler à la dictature sociale, en quelque sorte. Donc, cela, effectivement, permet de maîtriser un peu tout ce qui est pulsion et tout ce qui peut effectivement être mal vu par la société. Donc, avec toute proportion gardée, bien sûr, donc la limitation, voire l'impossibilité d'accès aux archives peut créer une véritable frustration et parfois des conflits chez les personnes. Oui, n'est-ce pas? Oui, ça peut créer des frustrations, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'ici en France aussi, on a parlé des archives de la guerre d'Algérie, n'est-ce pas? Dont certains fonds sont toujours classifiés, ne sont toujours pas accessibles aux historiens, n'est-ce pas? Donc, avec tout ce qui tourne autour de cette guerre, etc., donc cela fait qu'effectivement, les différentes autorités, les différents gouvernements qui se sont succédés en France, donc, ont décidé de ne pas permettre l'accès à ces documents-là.
Alors, donc en revanche, euh, euh, cette interdiction de communicabilité peut être considérée comme une bonne action si elle est protectrice, comme effectivement le refoulement qui empêche un individu d'être un criminel multirécidiviste. Oui, bien sûr. De ce point de vue, on peut dire qu'il y a un aspect plus ou moins positif, n'est-ce pas, de ne pas permettre l'accès effectivement à ces informations. Alors, à un degré peut-être moindre, les archives participent, comme la psychanalyse, à soigner les blessures du passé en permettant à l'homme de connaître sa vraie histoire, n'est-ce pas? Et ainsi faire un peu son deuil. Bon, on peut donner quelques exemples. Par exemple, les descendants d'esclaves d'Afrique et d'Amérique latine, dont certains sont souvent obnubilés, c'est-à-dire les descendants de ces esclaves sont obnubilés par le retour à leurs vraies origines et à la connaissance de l'histoire de leurs ancêtres. Oui, il y en a qui en souffrent. Bon, vous vous rappelez tous la loi Taubira de 2001, je crois, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce pas, sur la, la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Alors, vous savez que effectivement, moi je pense qu'il y avait deux courants. Il y avait un courant de la patrimonialisation de ce patrimoine, hein, de ces archives, et un autre courant qui était pour la mémorialisation. Donc, essayer de considérer ces sources d'archives comme une mémoire collective, en quelque sorte. Alors, en tous les cas, le débat, bon, tout cela a fait débat, ici en France même, dans les années 2000. Alors, pour ces descendants d'esclaves, les archives constituent un remède, pour constituer un remède peut-être à la quête de leur histoire afin de se faire une identité individuelle ou bien collective. Alors, euh, là, je donne un exemple d'un manuscrit que j'ai retrouvé dans le cadre de mes recherches. Ce manuscrit est conservé aux archives départementales du Calvados, n'est-ce pas? Alors, dans ce manuscrit, on fait un peu, on explique donc le prix d'un esclave. C'est-à-dire que les, enfin, ce qu'un esclave coûtait à, à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le prix d'un nègre, 8 fusils, 3 barils de poudre, de 15 livres, 2 barres de fer, un chaudron, etc. Donc, un chapeau, un bonnet, etc. Donc, là on explique. C'est-à-dire que c'est c'est comme si on vendait n'importe quelle marchandise, n'est-ce pas? Donc, il y a une certaine chosification, n'est-ce pas? Alors, ça, par exemple, c'est un exemple qui peut être choquant pour un descendant d'esclaves. Donc, je rappelle que, effectivement, il y en a souvent, beaucoup de personnes font la confusion parce que il y avait le commerce triangulaire, n'est-ce pas, qui partait de l'Europe, qui passait par l'Afrique et jusqu'aux Amériques latines. Donc, quand on parle de descendants d'esclaves, moi je prends l'exemple que je connais le mieux, l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas de descendants d'esclaves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que il y a des esclaves qui ont été amenés en Amérique latine, donc, dont les descendants sont pour l'essentiel dans ces contrées-là, n'est-ce pas? Donc, même si effectivement l'esclavage a existé, n'est-ce pas? Moi, dans le cadre de mes recherches doctorales, euh, j'ai vu un document qui datait bien après la, l'abolition de l'esclavage. J'ai trouvé un document qui datait de 1901 ou quelque chose comme ça, donc, et qui parlait de l'esclavage au sud du Sénégal et dans les provinces du centre, n'est-ce pas? Donc, effectivement, c'est une activité qui a existé. Et parfois, qui les autochtones, les populations autochtones ont même participé. Parce que c'est eux-mêmes qui vendaient aux esclavagistes, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est un point à, effectivement, qu'il faut que là.
Alors, de telles informations, par exemple, l'exemple que je viens de donner sur les conditions de vie des captifs peuvent être très, très violentes, bien sûr, voire déchirantes pour un descendant d'esclaves qui tombe sur ces informations-là, mais cette violence pourrait en même temps, voilà, être positive si elle permet à ce descendant qui tombe sur ces informations de savoir la vérité historique et de faire définitivement son deuil émotionnel ou mémoriel. Oui, parce que c'est l'ignorance qui peut être parfois violente. Mais quand on sait, peut-être on peut faire son deuil. C'est comme quelqu'un voilà, qui a, dont l'enfant a été, je sais pas moi, tué ou je sais pas, etc. Bon, c'est un exemple un peu morbide, mais bon, c'est juste pour expliquer. Et si toutefois la personne connaît les motivations de l'auteur, donc, etc., donc peut-être ça ne ramène pas son enfant, mais ça peut permettre quand même de faire son deuil, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un côté effectivement qui pourrait être plus ou moins positif. Positif. Alors, je peux, avant de conclure, je voudrais quand même donner un exemple, hein, un exemple qu'on a, enfin, c'est une histoire hein, qui s'est passée aux Archives nationales du Sénégal, donc il y a quelques années de cela, pour rappeler un peu la sensibilité qui entoure certains dossiers d'archives. Donc il y a une personne hein, qui était venue aux Archives nationales. Son père était un haut cadre de la fonction publique et son père avait été radié de la fonction publique. Alors, lui, la personne croyait que son père avait été radié pour des raisons purement politiques. Alors, quand cette personne est venue aux Archives nationales pour demander de consulter le dossier de son père, c'est un ayant droit. Effectivement, il peut accéder au dossier de son père. Alors, l'archiviste qui était censé lui communiquer ce dossier, quand il a ouvert le dossier, vous savez que dans un dossier, il y a plusieurs sous-dossiers, n'est-ce pas? Donc, il a vu qu'effectivement, son père avait été radié parce qu'il avait été accusé d'avoir abusé d'une fillette. N'est-ce pas? C'est-à-dire que... Alors, l'archiviste a pris la précaution quand même de retirer ce sous-dossier du dossier. Et lui a communiqué le reste du dossier. Alors, la question, c'est quoi? Donc, moi, je ne sais pas, parce que là, il se pose une question d'éthique et de déontologie, n'est-ce pas? Alors, est-ce que l'archiviste avait le droit de retirer ce sous-dossier, étant donné que tout le dossier est communicable? Parce que c'est un ayant droit, il a le droit d'accéder au dossier de son père, avec toutes les conséquences que cela pourrait créer chez cette personne, n'est-ce pas? En termes de, voilà, il va découvrir peut-être le vrai visage de son père, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, il a pris quand même la précaution de ne pas lui communiquer effectivement ce dossier. Donc, chacun, voilà, c'est une, je ne sais pas, ça va être une question ouverte en quelque sorte, voilà, chacun peut donner son avis après, mais en tous les cas, là se pose un problème à la fois éthique, déontologique, mais aussi de morale et de responsabilité personnelle, tout simplement, n'est-ce pas? Parce que lui, il a pris sa responsabilité personnelle de ne pas effectivement communiquer ce dossier. Alors, maintenant, en somme, nous pouvons dire que la frontière entre la psychanalyse et l'archivistique est assez poreuse, oui, et que ces deux disciplines ont en commun la conservation et la gestion des faits et des souvenirs du passé et s'en servent pour des thérapies, soit psychologiques ou bien mémorielles. Psychologique d'un point de vue de la psychanalyse, mémoriel d'un point de vue des archives, c'est-à-dire archives en tant que source de l'histoire. Donc, c'est la conclusion à laquelle nous avons
abouti, effectivement, dans le cadre de cette étude. Et je vous remercie de votre très aimable attention.